Bonsoir Christelle. Octobre. Nous sommes le 19 novembre, nous arrivons donc au 65e CITREP. La situation n'est pas franchement plus brillante que la fois dernière, hein. On sent que les choses se dégradent quand même progressivement avec la menace continuelle de ces lois-là sur la gestion des langues dans Ouais. l'enseignement et puis Celle sur la réintégration du c'est Donbass, ça. Ouais. dont finalement ce fameux amendement sur la rupture des relations diplomatiques avec Moscou a été retiré. Ah. Heureusement, ils ont quand même retrouvé une once de bon sens, hein, cette commission qui devait étudier plus de 2000 amendements. Donc bon, ils sont finalement peut-être pas tous à mettre à l'asile psychiatrique, il y en a peut-être quelques-uns qui sont sauvables. Bon, malgré ça, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 313 reprises, donc 50 de plus que la semaine dernière, au cours desquelles 2019 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés. Donc je rappelle, artillerie, mortier, roquettes de lance-roquettes multiples. On a eu de nouveau des tirs de grade Ouais, et au plus de chars d'assaut. Donc on a eu la totale cette semaine. Donc c'est un petit peu moins que la semaine passée. Mais de nouveau, donc on a eu 80 roquettes de grade qui ont été tirées cette semaine. Donc ça c'est quand même mauvais, hein, le retour des lance-roquettes multiples, c'est quand même de l'arme de destruction lourde. Ouais. Donc c'est quand même très très mauvais. C'est du haché Il faudra... menu. c'est du haché menu, ouais, là c'est du labourage intensif. Il faut y rajouter 32 violations du cessez-le-feu entre vendredi et samedi et 30 de plus durant les dernières 24 heures. Les bombardements de cette semaine ont touché 25 localités de la République, donc une de plus que la semaine passée. Suite à ces bombardements, un soldat de la République populaire de Donetsk a été tué, mais on n'a pas eu de civils touchés. Par contre, 4 habitations ont été endommagées dans le district de Petrovski à Donetsk et à Golmovski au nord de Gorlovka. Les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont détecté la présence de pièces d'armement lourdes près de la ligne de front côté ukrainien, entre autres 3 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 8 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et un système de missiles anti-aériens OSA. Et alors côté OSCE, c'est même pire, hein. L'OSCE donc a détecté l'absence de 130 pièces d'équipement ukrainien, des zones de stockage où elles devraient se trouver, dont un obusier tracté MSTAB de 152 mm, 4 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm, 6 obusiers tractés D30 de 122 mm, 22 canons anti-char Rapira de 100 mm, 17 lance-roquettes multiples grades de 122 mm, 45 chars d'assaut T-64 et 35 mortiers de 120 mm. Eh bien, ouais. De quoi s'amuser, quoi. Hein. Ah oui, labourage en profondeur, sur grande surface, hein, à l'ukrainienne. Sur grande surface, à l'ukrainienne, quoi. En Ukraine, la crise politique croissante force les autorités militaires et politiques de Kiev à prendre des mesures. Ainsi, le SBU a envoyé des instructions aux officiers qui exercent des fonctions de contre-espionnage dans les unités des forces armées ukrainiennes et autres unités militaires un peu parallèles. Donc la RPD a des sources, hein, des personnes qui les informent, entre autres au sein de la 25e et de la 30e brigade, qui ont confirmé la réception de ces instructions, ce qui veut dire que d'autres brigades déployées dans le Donbass ont dû recevoir à peu près les mêmes. Les ordres principaux sont les suivants: renforcer les réseaux de renseignement dans les unités des forces armées ukrainiennes en vue d'identifier les activités illégales des commandants, améliorer la vigilance en ce qui concerne l'identification et la cessation immédiate de toute activité politique contre les autorités ukrainiennes actuelles. Ça c'est pour qui, non ? Voilà, surveiller la notification des pertes parmi le personnel militaire et empêcher leur dissimulation au commandement, ainsi que celle des véritables causes de décès aux proches. Donc il y a eu beaucoup de plaintes à ce sujet-là. Donc là ils sont un peu sur la sellette, ils sont obligés de jouer un petit peu plus la transparence. Et puis je pense que l'état-major a bien dû comprendre quel est le danger de ne pas avoir toutes les informations en termes de pertes. Oui. Parce que quand ils pensent qu'ils ont 100 soldats et qu'ils en ont que 80, il y a un problème. Oui, c'est clair.
Contrôler les commandants des unités en ce qui concerne l'attribution des bonus financiers ainsi que la nomination et la privation des avantages en termes d'allocation monétaire pour les militaires subalternes, et révéler les faits de bizutage entre militaires sur base de la haine ethnique et des opinions politiques différentes. Excepté la russophobie, hein. Ah bah oui, il faut quand même rajouter ça. Hein. Voilà. Donc, il semble que ces ordres sont apparus en raison de plaintes massives auprès des autorités compétentes par les familles des militaires des forces armées ukrainiennes. Moi, j'exclus pas que cette intensification des contrôles par le SBU vise aussi et surtout à contrecarrer le développement des sentiments anti-gouvernementaux dans l'armée et donc de risquer que des unités, on va dire, régulières de l'armée ukrainienne ne viennent rejoindre des bataillons comme le bataillon de Donbass, qui tient actuellement le pavé en face de la Rada. Oui. La Rada étant l'équivalent de l'Assemblée nationale. Le Parlement, voilà, c'est le Parlement ukrainien. Pendant ce temps, les confrontations entre soldats des forces armées ukrainiennes et les néo-nazis s'aggravent. Ainsi, un nouveau conflit ouvert a éclaté entre les soldats de la 36e brigade de marine des forces armées ukrainiennes et les soldats du régiment Azov, qui, je le rappelle, font partie de la garde nationale. Ainsi, le 9 novembre, un groupe de soldats de la 36e brigade a été arrêté de nuit à un point de contrôle du régiment Azov, alors qu'il conduisait un camion chargé d'une grande quantité d'armes légères et de munitions, sans les documents officiels ad hoc. Actuellement, ces soldats sont toujours détenus par les membres du régiment Azov et des négociations sont en cours entre les commandants des deux unités pour libérer les détenus et éviter d'avoir à payer une rançon qui finirait par atterrir dans les oreilles des autorités au-dessus. Bah oui. Voilà. Dans le même temps, en cas d'échec pour trouver un accord à l'amiable, le commandant de la 36e brigade a reçu l'ordre de lancer sa brigade à l'assaut de la base du régiment Azov à Mariupol. Histoire d'aller récupérer ces gars par la force, quoi, pour pouvoir le... C'est joyeux. Ça promet encore des trucs sympas. Ça en dit long quand même. Voilà, ça c'est ce qui se passe à un moment donné quand la base sur laquelle cette guerre a été commencée se fait à partir de gens qui sont totalement démotivés d'un côté ou des escrocs, des petites frappes de l'autre, c'est-à-dire des gens qui ils se mettent une balle dans le pied, quoi, d'utiliser des crapules qui vont en fait qui parasitent et tant mieux, hein, comme ça affaiblit d'autant ces forces armées que si elles étaient plus efficaces, elles feraient plus de dégâts et de morts parmi la population russophone du Donbass, hein, quand même. Hein. Ouais. Et la corruption à tous les niveaux, on la voit dans l'état de l'armée ukrainienne et aussi des écoles militaires en Ukraine, parce que c'est de pire en pire. Alors, pour ceux qui disent que ce que je fais, c'est de la propagande de Poutine, du Kremlin, etc., c'est ce cher Anatoly Matios, procureur militaire ukrainien, qui a révélé sur sa page Facebook que des vers et des cafards ont été découverts dans la nourriture des étudiants de l'université des forces aériennes de Kharkov. Ouais. Donc il a publié des charmantes photos. Oui, je les ai vues, c'est un peu beaucoup dégueulasse. Ah, c'est carrément dégueulasse. Donc il a mis en commentaire: je sais que les photos qui suivent provoqueront une rafale sauvage de critiques, mais on ne peut pas tolérer cela. Regardez, c'est ainsi que se nourrissent les futurs pilotes militaires. Voilà. Donc d'après ce cher Anatoly Matios, il y a eu une inspection qui a été faite dans le cadre d'une enquête sur les détournements de fonds dans cette école supérieure. Le directeur et son adjoint ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné 2,4 millions de hryvnias, soit 76 000 euros. Le parquet a reçu 17 rapports d'étudiants se plaignant de la présence d'insectes dans les produits alimentaires servis à la cantine. On rappelle qu'en septembre dernier, c'était des soldats ukrainiens qui s'étaient plaints de la mauvaise qualité des produits alimentaires qu'ils recevaient après avoir découvert dans des boîtes de conserve des objets étrangers, dont des gants en caoutchouc. Ah bah tiens. C'est sympa la bouffe dans l'armée ukrainienne, ouais. ça donne envie. Ouais. Ils sont même pas foutus de s'occuper consciencieusement de la qualité de vie des soldats qui sont censés se battre contre des terroristes, hein. Voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est des pieds nickelés, quoi. C'est des gens et ils sont même pas, heureusement dans un sens, parce que ils seraient efficaces, ils feraient beaucoup plus de dégâts, comme je disais tout à l'heure. Non mais bon, là quand je dis que l'état de l'armée ukrainienne se délabre de plus en plus, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la propagande pro-russe. Même le procureur militaire ukrainien te dit qu'on sert aux futurs pilotes des forces
aéroportées ukrainiennes, dans leur cantine, des trucs où il y a des cafards et des vers dans la nourriture. Ouais. Je veux dire, là, quand on arrive là, c'est que vraiment... Non, c'est très motivant. C'est une armée complètement faillie. Oui, Voilà. c'est très motivant. C'est même plus tirer une balle dans le pied, là, hein, parce que la balle, elle est trop petite, hein, à mon avis. Hein, c'est une rafale ou un obus. Hein. Un bon tir de bazooka dans voilà, dans le pied, directement. Les deux Directement. même, les deux pieds, comme ça, on fait pas de quartier, pas de jaloux. Et si on regarde toute la partie accord de Minsk, donc le 15 novembre, lors d'une visite au monastère de la résurrection de la Nouvelle-Jérusalem, Viktor Medvedchuk a rencontré Vladimir Poutine. Donc pour replacer Viktor Medvedchuk, c'est le chef du mouvement choix ukrainien droit du peuple, hein, donc il est dans l'opposition. Donc il a appelé le président Vladimir Poutine à soutenir sa proposition d'échange à grande échelle de prisonniers entre l'Ukraine et la RPD et la RPL. Je rappelle que ce point qui fait pourtant partie des accords de Minsk est toujours au point mort, hein, puisque l'Ukraine trouve toujours plein de prétextes pour ne pas inclure les gens dans les listes de prisonniers, ce qui bloque totalement le processus, puisqu'ils doivent se mettre d'accord d'abord sur les listes pour pouvoir ensuite procéder à l'échange. Donc le président russe a entendu cet appel de Viktor Medvedchuk et a appelé le soir même Alexandre Zakharchenko et Igor Plotnitsky, hein, donc les chefs respectifs de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk, afin de discuter de cette initiative avec eux. Les deux ont soutenu cette initiative, hein, tout comme Vladimir Poutine. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du président russe, qui a rapporté ce fait. Hein. Il a aussi d'ailleurs signalé que cette initiative était aussi soutenue par le patriarche de Moscou et de toute la Russie, donc le patriarche Cyril. Donc suite à ça, Poutine a discuté avec Zakharchenko et Plotnitsky par téléphone. Il leur a dit qu'il soutenait cette proposition de Medvedchuk. Les deux chefs des deux républiques ont bien sûr soutenu de manière générale cette initiative, tout en rappelant qu'il fallait aussi travailler sur cette question avec les représentants de la partie ukrainienne, hein, parce que ça ne dépend pas que de nous. Zakharchenko a confirmé par après, dans une interview plus personnelle, son soutien à cette initiative. Il a expliqué qu'il soutient cette initiative parce que tout simplement ça ne contredit pas les principes de la République, ni le comportement antérieur de cette dernière concernant l'échange de prisonniers. Hein. Pour Alexandre Zakharchenko, nous devons suivre les principes d'humanité sur cette question. Hein, pour lui, ça doit être avant tout une question d'humanité et pas une affaire de guerre et de commerce. Il a d'ailleurs rappelé que depuis le début du conflit, à plusieurs reprises, les autorités de la RPD avaient libéré des soldats ukrainiens capturés qui avaient promis de ne pas retourner faire la guerre. Et il a aussi rappelé que, contrairement à l'Ukraine, la RPD avait toujours traité ses prisonniers avec humanité, avait toujours pris soin d'eux. Il a conclu en disant « Gagnera la guerre civile celui qui sera guidé par des principes moraux, celui qui préservera l'humanité ». Donc ce que j'espère, c'est que la partie ukrainienne va écouter cette proposition de Medvedchuk qui permettra à cet échange de prisonniers d'avoir lieu. Actuellement, la RPD espère finaliser cet échange d'ici la fin de l'année. On croise les doigts pour que ça puisse se faire, ce qui permettrait, je crois qu'il y a un peu plus de 300 prisonniers qui sont actuellement côté ukrainien qui pourraient rentrer, et je crois qu'ils sont un peu plus de 70 côté qui sont prisonniers ukrainiens qui sont ici. Donc ça permettrait à presque 400 personnes de pouvoir enfin rentrer chez eux. Bon, il restera toujours malheureusement un certain nombre de soldats des républiques qui auront disparu, et à mon avis il y en a plusieurs centaines dont on ne sait pas ce qu'ils sont, on ne sait même pas s'ils sont en vie, donc à mon avis oui, c'est le risque, malheureusement on le sait depuis un bon moment. Sur une note un peu plus positive, en République populaire de Donetsk, jeudi 16 novembre, Alexandre Zakharchenko, encore lui, a inspecté l'achèvement des travaux d'installation d'un verger de pommiers dans le village de Kuznetsovo-Mikhailovka, dans le district de Telmanovski. Donc c'est la partie un peu centrale de la République populaire de Donetsk. Donc c'est au sud de la capitale. Donc le but est bien sûr de remplir le marché intérieur avec des produits nationaux au prix le plus abordable, afin de garantir la sécurité alimentaire de l'État. Ça, c'est ce qu'a déclaré Alexandre Zakharchenko. Les travaux de plantation de quelques 400 hectares de pommiers de 5 variétés donneront leur première récolte en 2018. Donc, ces travaux ont commencé déjà au printemps 2017. Le chef de la République a apprécié le travail accompli, s'est entretenu avec les agronomes. Il était d'ailleurs assez impressionné par
le niveau de travail réalisé, hein, parce que Mhm. ça a été quand même assez rapide. Ah oui, parce que pour une récolte en 2018, il faut quand même que les arbres plantés soient quand même d'une certaine maturité, hein, parce que C'est ça. on n'obtient pas des pommes comme ça d'une année à l'autre à partir Ça veut d'une dire que c'était pousse. un Hein. projet qui était déjà lancé avant, en Ah fait. oui. Donc les arbres ont été mis à pousser avant, ils ont été transplantés ensuite dans le verger. Donc là, bien sûr, le but, c'est d'assurer L'autonomie alimentaire. l'autonomie alimentaire, hein, de la République, qui est extrêmement important. Bien sûr. Hein, comme il l'a dit, avec des produits domestiques, nous serons en mesure de garantir à nos citoyens avant tout la qualité. Et donc, les produits qui sont cultivés là-bas vont être avant tout destinés au marché intérieur et par après à l'exportation. Puisque le plan des autorités de l'RPD sont non seulement d'augmenter la surface du verger, mais d'y ajouter également d'autres types d'arbres fruitiers, hein, entre autres des cerisiers, des pruniers, etc. Le plan à terme, c'est d'ici 5 ans, d'arriver à produire jusqu'à 4000 tonnes de fruits par an. Ce serait vraiment pas mal. Donc on voit qu'on continue après les serres qui ont été mises en place à Zougresse, après donc la culture des tomates, des concombres, des choux, et ben maintenant on est lancé dans les arbres fruitiers. Donc c'est une très très bonne chose. C'est fondamental. Hein. L'autonomie alimentaire, c'est absolument fondamental. Hein. Absolument fondamental. Pendant ce temps-là, en Ukraine, ça s'arrange de moins en moins. Puisque les radicaux ukrainiens sont en train de faire déborder le vase avec la Hongrie. Vraiment à un bon moment en plus, puisque la Hongrie est déjà bien énervée avec ces fameuses lois sur la langue d'enseignement, hein, on le rappelle. Donc là, dimanche dernier, les nationalistes ukrainiens donc de Svoboda ont organisé une grande manifestation dans le centre de la ville de Beregovo, hein, donc qui est une ville où vivent en très grande majorité des Hongrois ethniques d'Ukraine, hein, donc c'est 76% de la population de la ville. Donc je rappelle qu'il y a une partie de l'Ukraine qui a appartenu à une époque à la Hongrie pendant plusieurs siècles, hein, c'est la Transcarpathie. Donc là-dedans, c'est principalement des Hongrois, hein. Ethniquement, c'est des Hongrois, c'est pas des Ukrainiens du tout. C'est le cas dans la ville de Beregovo. Donc ils ont ils ont un très fort sentiment d'appartenance vis-à-vis de la Hongrie. Hein. Ils ont des velléités autonomistes depuis la chute de l'URSS. Hein. Ils veulent partir de l'Ukraine. Hein. Ils ont demandé l'autonomie plusieurs fois et ça leur a toujours été refusé. Bah oui, comme la Crimée, comme par hasard, hein, d'ailleurs. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour la Crimée, il y a eu déjà au moins un référendum après la chute de l'Union soviétique. Il y en avait même eu deux. Il y en avait un qui était en 1991, donc qui avait permis en fait à la Crimée de devenir réellement autonome pendant un très court laps de temps avant que l'Ukraine ne reprenne la Crimée de force. Et il y avait eu un deuxième référendum en Crimée qui avait posé sur deux questions, le fait de donner plus d'autonomie à la Crimée et de renforcer les pouvoirs du président du Parlement criméen. C'est ça qui avait d'ailleurs déclenché une contre-offensive armée de Kiev qui avait alors arrêté le président du Parlement criméen à l'époque. C'est pour dire que l'autonomie criméenne par rapport à l'Ukraine, la volonté... Ça date pas d'hier. Alors, ça date pas d'hier, et en Transcarpathie, c'est la même, hein, puisque cette région n'a été rattachée à l'Ukraine qu'en 1945. Elle avait appartenu avant pendant des siècles à la Hongrie. Elle avait fait un petit passage pendant 20 ans en Tchécoslovaquie, avant de finir en Ukraine. Donc, pour eux, ils sont hongrois, ils sont pas du tout ukrainiens. Donc tous ces manifestants de Svoboda, un certain nombre étaient des vétérans de la guerre dans le Donbass. Ils étaient là pour célébrer le jour de la création de Svoboda. Ils ont menacé ouvertement les Hongrois de Transcarpathie. Puis ensuite ils ont appelé le bureau du maire parce qu'ils n'aimaient pas le fait que le drapeau hongrois se trouvait sur la façade du bâtiment du conseil communal aux côtés des drapeaux de l'Ukraine, de Beregovo et de l'Union européenne. Je ne vois déjà pas ce que le drapeau de l'Union européenne fait non plus devant. Mais... Ah bah oui, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc c'est surtout le drapeau hongrois qui les a rendus fous furieux. Hein, et donc les néo-nazis l'ont arraché et déchiré. Hein, ils étaient tous survoltés. Hein, ils criaient, etc. Enfin vraiment, ils étaient fous furieux. L'un des chefs de la manifestation voulait même brûler rituellement le drapeau. Hein, mais bon, là les policiers qui jusque-là étaient plutôt inactifs,
d'un seul coup, ils se sont réveillés, ils se sont dit oula, là, ça devient dangereux. Et donc, ils sont intervenus. Ils ont empêché un incident diplomatique encore pire que celui que les néo-nazis ont déjà déclenché. Oui. Hein, parce que, Bah oui. Parce que la destruction d'un drapeau, c'est une insulte oui, au pays, hein, au pays du bon, drapeau. Bien sûr, ils ont arrêté personne. Hein. La police ukrainienne n'a arrêté personne pour cet acte qui est extrêmement grave. C'est d'ailleurs cette inaction des forces de l'ordre ukrainiennes que la Hongrie a peu appréciée, pour rester très diplomatique. Ouais. Ça les a rendus furieux. Le ministre des Affaires étrangères hongrois, Peter Szijjártó, donc a émis une note de protestation à l'encontre de Kiev et a exigé de trouver et de punir immédiatement les auteurs de cet acte de vandalisme. Je cite, « De tels événements ne peuvent être tolérés dans un État qui fonctionne correctement et qui aspire à entrer dans l'Europe. » Bon, je suis pas sûr qu'on puisse qualifier l'Ukraine d'État qui fonctionne correctement. Oui, ça déjà, oui. Déjà pour commencer. Le Premier ministre hongrois, ce cher Viktor Orban, que nos lecteurs connaissent peut-être, ou nos auditeurs connaissent peut-être un petit peu plus que son ministre des Affaires étrangères, ce cher Orban, lui, a promis de faire beaucoup de problèmes à l'Ukraine, entre autres à cause de 3 projets de loi que la Rada doit examiner bientôt, un sur la citoyenneté, un sur l'usage de la langue et un sur la restitution. Pour Orban, si la Rada vote ces lois, ça ne fera qu'aggraver la situation entre Kiev et Budapest, qui fera alors tout pour empêcher l'Ukraine de rentrer dans l'Europe. Orban a même donné un ultimatum à Kiev et exigé ouvertement que l'Ukraine renonce à ces projets de loi controversés. Donc là, c'est quand même quand un État qui dit « Bon, écoute, t'es gentil, mais ces petits projets de loi, là, tu les fous à la poubelle », c'est mauvais quand même quand on arrive là. C'est clair, oui. Voilà, donc pour certains experts ukrainiens, cet incident avec le drapeau hongrois pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase de la patience hongroise, et Budapest pourrait passer pour eux à des opérations plus actives en Transcarpathie. Je rappelle à nos auditeurs qu'on en avait parlé lors d'un site précédent, parce qu'après le vote de cette loi sur la langue d'enseignement, Viktor Orban, toujours lui, avait demandé à son état-major d'étudier la possibilité d'une intervention militaire en Transcarpathie pour protéger les Hongrois qui s'y trouvent si nécessaire. Donc là, il y a quand même une jolie menace vis-à-vis de Kiev de créer un nouveau conflit, mais à l'ouest cette fois. Oui, c'est clair. Oui. Donc là, en demandant une enquête, on a un petit peu l'impression que le ministre des Affaires étrangères hongrois offre à l'Ukraine une chance d'empêcher ce scénario. Je pense que ça serait bien que Kiev saisisse cette chance quand même et écoute l'avertissement de Budapest. Parce que sinon, les soldats ukrainiens pourraient bien se retrouver à combattre sur le front de l'Ouest en plus de celui du Donbass. Et là, s'il y a un deuxième front qui s'ouvre en Ukraine, là, l'Ukraine, elle meurt. Elle meurt sur le coup, c'est plus possible. Je veux dire, déjà, le Donbass, ça a été un très gros coin enfoncé dans l'intégrité territoriale de l'Ukraine post-effondrement de l'URSS. Là, si la Transcarpathie rentre dans un scénario de type Donbass, là, le pays va se faire dépecer par tous les côtés. Je veux dire... Le problème, c'est-à-dire que, je crois qu'on a égrené tout ça depuis un certain nombre de sites-rep. Je veux dire, les autorités à Kiev, qu'elles soient contestatrices ou qu'elles soient pleinement au pouvoir, n'ont pas montré une grande intelligence et une grande anticipation des événements jusqu'à présent. Donc il faut craindre qu'ils aient à un moment donné, sur un coup de tête, parce que je vois pas autrement, on ne peut pas préparer... en général, quand on fait une énorme connerie, c'est parce qu'on n'a rien préparé. Ouais, c'est ça, et ça devient une énorme là, connerie. c'est quand même très mauvais. C'est vraiment très mauvais là pour l'Ukraine. Je vais venir sur un autre dossier qui concerne l'Ukraine, tout ce qui est droit de l'homme. Je vais reparler du cas de Daria Mastikacheva, donc cette ancienne athlète ukrainienne, compagne de Sergei Sokolov, cet enquêteur russe, qui enquête entre autres sur le dossier du MH17, mais aussi sur d'autres affaires concernant des mafias ukrainiennes. Donc fin octobre, on avait parlé du fait que Daria s'était lancée dans une grève de la faim. Le 31 octobre, elle s'est plainte au procureur de Dnipropetrovsk que le SBU a tenté de la faire interner afin de l'empêcher en fait de se suicider à petit feu. C'est ça un peu l'idée. Ils veulent casser sa grève de la faim, mais cette tentative a échoué puisque Daria a refusé en fait de subir l'examen médical. Le SBU l'avait emmené en plus là de force sans prévenir son avocat. Enfin bon.
Si on énumère toutes les violations, même des lois ukrainiennes par le SBU, je crois qu'on n'a pas fini. Des droits de la défense en général. Hein. Des droits de la défense en général. Donc sur place, il y a un des médecins qui a menacé de la faire interner avec les fous pendant 2 mois et de la médicamenter de force si elle continuait à résister. Un des employés du SBU qui l'avait emmené là lui a balancé que les gens comme elle, donc sous-entendu les séparatistes, devraient passer leur vie en hôpital psychiatrique. Le 1er novembre, lors de l'audition concernant la prolongation de sa détention préventive, son avocat a attiré l'attention de la Cour sur l'utilisation de la violence contre Daria par le SBU. Le juge a ordonné au procureur d'enquêter sur ces faits et juste après, la Cour du district de Babouchinski a décidé de placer Daria de force dans un hôpital psychiatrique pour examen. Donc l'avocat, bien sûr, va faire appel contre cette décision. Il semble que le secrétariat de la Cour européenne des droits de l'homme s'intéresse au dossier de Maria Mastikacheva, donc il semble que nos appels à pousser les gens à écrire à différentes institutions, à rencontrer un écho quelque part. Donc je pense qu'il faut jouer là-dessus. Donc on mettra le lien de l'article que j'ai fait sur cette histoire, avec de nouveau un email type, la liste de tous les emails ou formulaires de contact, puisque la CEDH ne laisse pas les emails clairement visibles, ils ont un formulaire de contact, pour leur dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent pression sur Kiev pour faire libérer Daria de toute urgence et faire interdire tout examen psychiatrique de force, puisque dans cet hôpital, Daria peut se voir infliger des méthodes de psychiatrie punitives. Si c'est des méthodes des années 50, il y a de quoi avoir peur des conséquences. Elle peut être droguée à coups de psychotropes, attachée au lit, nourrie de force. Vous voyez le scénario, quoi. Donc le but, c'est bien sûr de l'empêcher de poursuivre sa grève de la faim pour que le SBU puisse continuer de la torturer. En attendant d'arriver à la faire sortir de là, son avocat a aussi déposé une plainte auprès du procureur général ukrainien afin de poursuivre le chef du SBU, Vassili Gritsak, pour enlèvement. Car son avocat est persuadé que ce dernier a été directement impliqué dans l'enlèvement et les tortures qui ont été infligées à Daria. Donc voilà, j'encourage vraiment nos auditeurs, bougez-vous, parce que il semble quand même que ça a une certaine efficacité. On a eu déjà Human Rights Watch qui s'était un peu bougé. Là maintenant c'est la CEDH qui a l'air de s'intéresser à son cas. Il faut qu'on continue à frapper le fer tant qu'il est chaud, parce que plus elle va passer de temps là-dedans et plus elle a de risques d'en ressortir dans un état absolument irrécupérable. Il faut vraiment faire quelque chose. D'ailleurs, puisqu'on parlait de personnes enlevées, puisque Daria a été enlevée en pleine rue, elle n'a pas été arrêtée de manière normale. La situation dans l'Ukraine post-Maïdan devient de pire en pire, puisqu'une femme d'une 30aine d'années a été enlevée hier, 18 novembre, dans une rue de Kiev. La jeune femme promenait simplement son chien quand une voiture s'est arrêtée. 2 hommes l'ont forcée à y rentrer. Donc d'après les témoins, cette femme a des enfants. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. Le film a été publié sur YouTube, donc on mettra le lien dans la description. Donc il a été indiqué que la police a lancé une opération pour retrouver la femme et intercepter les malfaiteurs. La voiture, une Hyundai beige, est également recherchée. Donc, comme on voit, c'est sympa à Kiev. Tu te balades en rue, tu promènes ton chien, tu te fais enlever, quoi. Et en plus, moi j'ai vu la séquence vidéo, au moment où le type démarre pour s'en aller, il y avait au moins 10 ou 12 personnes autour de la voiture. Donc ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Non. Ils n'avaient pas de masque sur la tête. Ils vont être reconnus facilement avec une description à la police. Voilà, c'est en dit long en fait sur l'ambiance d'impunité. Le sentiment d'impunité, c'est ça. Alors pendant ce temps-là à Kiev, on en a 2. Alors ça y est, nous avons la preuve que la Russie a envahi l'Ukraine. La preuve, des gens ont vu et photographié des chars russes à Kiev. Bon, enfin, des petits chars russes en plastique. Donc en fait, c'est des clients d'un supermarché de Kiev qui se sont indignés de voir dans les rayons des jouets des petits chars. Donc c'est des T-14 Armata, les fameux chars russes, avec en plus le ruban de Saint-Georges et l'étoile sur le côté. Alors là, c'était tout pour oui, forcément. Voilà. Donc c'est le présentateur de télévision Andrei Bulgarov qui a été le premier à mentionner ces jouets. Sur sa page Facebook, il a déclaré que des chars ressemblant aux chars russes Armata étaient entrés dans la capitale, carrément.
et a appelé à s'armer de fourches. Il a demandé des explications au propriétaire du magasin. Bon, bien que le journaliste a affirmé ne pas avoir appelé à l'extrémisme, il a rapidement effacé ce post du réseau social. Plus tard, le service de presse de la compagnie propriétaire du supermarché a annoncé qu'il retirait de la vente les jouets controversés et lançait une enquête interne. Bon, je sais qu'à Kiev, ils sont en mode hystérique concernant la Russie, mais à ce point-là, ça devient vraiment pitoyable. Ouais. Si tu me J'allais permets... parler de chars rentrés dans la capitale pour des jouets en plastique qui sont gros comme ça. Moi, j'aimerais, si tu me permets, faire une parenthèse, parce que effectivement, ça, c'est symptomatique de la débilité des gens. Il faut quand même comprendre un truc, c'est que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. C'était une république socialiste soviétique, il y a jusqu'en 91. Tout son armement, jusqu'en 1991, dont il se sert, dont l'armée ukrainienne se sert aujourd'hui sur le front du Donbass, et un armement russe. Alors, s'ils voulaient vraiment allier, en tout cas parler en phase avec leurs actes, à ce moment-là, ils n'ont qu'à se débarrasser de toutes les armes russes qu'ils utilisent pour tuer des russophones dans le Donbass. Mais bon, là, il ne resterait plus que des lance-pierres. C'est ça. Pas de sous pour acheter beaucoup d'autres armes. Voilà. Non, mais c'est pour dire à quel point ce type de réaction est absurde. C'est vraiment du débilisme total. Et de peur, donc, justement, de se retrouver face aux chars russes. Beaucoup de jeunes Ukrainiens font tout pour échapper au service militaire, qui est obligatoire en Ukraine. Oui. Et certains sont très créatifs dans ce domaine, comme ce jeune homme de Vinitsa, dans l'ouest de l'Ukraine, qui a épousé sa grand-tante âgée de 80 ans. Dans des situations extrêmes comme ça, il faut s'attendre à des choses comme ça, à tout quoi. À tout, voilà. Donc en plus, la dame a été mariée sans qu'elle le sache. Elle pensait qu'elle était allée en ville pour enregistrer sa propriété au nom de ses petits-enfants. Donc quand elle a appris la vérité, la pauvre, elle était en état de choc, elle s'est mise à pleurer. Enfin, tu te rends compte, 80 ans, tu te retrouves mariée à ton petit neveu. Enfin bon, je veux dire. Donc c'est le commissariat militaire local qui a divulgué cette histoire pseudo-comique, donc qui a fait savoir que ce jeune homme, qui se prénomme Alexandre, âgé de 22 ans, donc avait reçu une lettre de convocation le 25 octobre. 6 jours plus tard, il se pointait donc au bureau de recrutement avec un certificat d'enregistrement du mariage. Donc il est venu avec son père, qui a dit donc au commissaire militaire: il ne servira pas dans l'armée, son épouse est handicapée. Donc c'est ce qui a un peu frappé le commissaire militaire, Alexandre Daniliouk. Donc les habitants du village où habite la mariée ont confirmé que la femme d'un certain âge était la sœur de la grand-mère d'Alexandre. Voilà, donc voilà, donc là, il y a un avocat là, qui a été interviewé, Vitaly Naoum, qui dit: pendant la mobilisation militaire pour la zone de l'opération antiterroriste, il y a eu de nombreux cas de mise sous tutelle de personnes âgées ou handicapées par des jeunes gens. Donc d'habitude, les gens mettent sous tutelle une cousine, une grand-tante, une grand-mère, pour dire voilà, elle dépend de moi financièrement, je ne peux pas être mobilisée. Mais il dit: mais un mariage avec une parente âgée afin d'éviter de remplir son devoir, c'est du jamais vu. Donc il a innové celui-là, il est créatif, il a de l'intelligence, c'est bien. Bien que le mariage soit enregistré, le commissariat militaire veut bien sûr le contester devant la justice. Les représentants des militaires ont également précisé qu'Alexandre devrait prendre soin de la santé de sa femme afin qu'elle vive encore 5 ans au moins, puisqu'il peut encore être appelé sous les drapeaux jusqu'à l'âge de 27 ans. Voilà. Donc, non, mais quand on arrive là, c'est que ça t'en dit long quand même sur le fait que les mecs, ils sont pas du tout enchantés à l'idée de faire leur service et de se retrouver ici comme chair à canon sur le front du Donbass. Ils sont pas encore prêts de virer Porky, ni d'envoyer les néo-nazis se faire voir chez je sais pas où. Mais par contre, ils essayent de se défaire de leurs obligations. D'échapper au système comme ils peuvent. Ouais. Bon, mais bon, ça en dit long. Concernant les casques bleus, j'ai pas fait un point détaillé dessus parce que pour l'instant, c'est encore en cours de. Ça discute dans tous les coins. Il y a eu une discussion entre Surkov et Volker. Volker qui était là à moitié triomphal, genre oui, on discute avec la Russie, on va se mettre d'accord, puis bon, les Russes qui l'ont un petit peu calmé en disant sur les 29 points que vous avez amenés, on est d'accord que sur 3. Oui, c'est pas beaucoup.
pas beaucoup. La composition des casques bleus pose toujours problème, puisque les Canadiens n'ont pas l'air d'être très très chauds pour envoyer leurs soldats se faire massacrer. Ils veulent bien fournir de l'armement, ils veulent bien fournir des instructeurs, mais pas des soldats. L'Ukraine voulait impliquer la Pologne et la Lituanie. Bon, bien sûr, ça passera pas parce que c'est des russophobes. Alors, la Biélorussie s'est proposée, et ça a l'air plus ou moins d'emporter l'assentiment de l'Ukraine. Mais à mon avis, les USA diront non, parce qu'ils considéreront que la Biélorussie est trop pro-russe. Oui. Enfin, à mon avis, c'est encore parti pour des discussions sans fin. C'est pas demain la veille que ça va être réglé. Donc je pense que et là encore, pour des mois et des mois, ce sera pas réglé d'ici la fin de l'année. Ouais, donc il faut s'attendre à ce que la loi les points de vue sont tellement divergents que de toute façon, je vois pas comment ils vont pouvoir se mettre d'accord. Ouais. Sauf changement de pouvoir radical en Ukraine. Oui, oui. Le changement de pouvoir radical, ça sera pour le pire. Hein. Puisque voilà. Si c'est pas Porky, c'est les néo-nazis qui frappent à la porte, hein, comme on dit. Qui frappent à la porte, voilà. Donc à Kiev, d'ailleurs, les manifestants sont toujours devant la Rada. Saakashvili, ses soutiens avaient même appelé à voter une loi de destitution de Poroshenko, une loi d'impeachment, comme on dit en anglais. Oui. Donc ça sent toujours le Russie pour Porky. Et je pense que ça va continuer. Je pense que l'hiver va être chaud. Donc ici, pour l'instant, on a un bilan qui est un peu moins pire en termes de destruction et de victimes que la semaine précédente, même si le bilan en termes de bombardement est quasiment équivalent. Donc situation à continuer de surveiller. Et puis je te dis la semaine prochaine pour le 66e Citrep. Ouais, oh la 66. Heureusement que c'est pas le 666e, hein, mais bon. Ah ouais, là, non. Ouais, non, il faudrait sauter un numéro. Un numéro, ouais, comme ouais. Dans les hôtels avec le chiffre 13, avec les chambres numéro 13. C'est ça, absolument, oui. Ouais. Donc voilà, c'est un petit peu la situation qu'on a. La RPD et les RPL continuent de se développer, continuent de travailler pour développer des États qui soient le plus autonomes possible sur tous les plans. Et puis de l'autre côté, l'Ukraine continue de s'enfoncer de plus en plus dans le grand n'importe quoi quand tu vois qu'une femme peut se faire kidnapper en plein milieu de la capitale. Enfin là, je crois vraiment qu'ils sont en train de toucher le fond, c'est pas possible. Là, Ou alors après, c'est le stade Somalie, quoi. C'est le stade... Ouais, je suis pas sûr qu'on en soit très loin, en fait. Ouais, je pense que... Là, l'Europe va bientôt avoir la Somalie à ses portes. Une Somalie néo-nazie... et dont les voisins sont déjà en train de lorgner, parce que Viktor Orban qui a déjà demandé à son état-major de mettre sur pied un plan pour aller défendre les Hongrois de Transcarpathie si nécessaire. Ah oui, ça sent franchement la daube. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Voilà, t'as les Polonais, t'as les nationalistes polonais qui pour certains appellent de plus en plus à récupérer les terres qui étaient historiquement polonaises et qui maintenant sont en Ukraine. Oui, non, c'est sûr que... Et ça sent pas très bon quand même. Ça sent le je pense que les voisins sont déjà en train d'affûter les couteaux pour dépecer l'Ukraine. Je crois qu'ils sont tous bien conscients que l'Ukraine est en train de se casser la gueule, qu'elle est en train d'agoniser. Et ils se préparent pour le moment où on va débrancher le respirateur artificiel et où le patient sera déclaré officiellement mort. Alors la crainte, effectivement, mais la crainte, c'est que les États-Unis enclenchent quelque chose de particulièrement grave avant que se passe ce genre de choses. C'est probablement pas par hasard s'ils ont envoyé une délégation visiter le Donbass tout récemment, avec un fort soupçon d'organisation de false flag, avec des canons, en présence de journalistes, etc. Donc situation toujours très sensible, aussi bien dans le Donbass qu'à Kiev. Donc situation à continuer de surveiller. Voilà. Et puis je te dis à la semaine prochaine donc pour le prochain Citrep, en espérant que la situation se maintienne et ne dégénère pas entre temps. Au moins qu'elle se maintienne, au moins. Voilà. Merci en tout cas Christelle pour encore une fois toutes ces nouvelles, ce travail que tu fais pour nous informer de ce qui se passe là-bas, sans quoi on aurait bien du mal à savoir.
Ouais. Voilà. Bah, écoute, À très je te bientôt. dis bonne soirée. À la Bonne semaine soirée prochaine. Christelle. À la semaine prochaine. Au revoir.